Alors cette partie fait appel à des notions de thermodynamique. Elle commence encore une fois par des questions qui sont des questions du programme de SUP avec le schéma de Lewis de SO2. Je vous rappelle que quand vous avez la possibilité d'utiliser une hypervalence qui va vous permettre de créer plus de liaisons covalentes sans faire introduire des charges formelles, il faut aller vers le schéma de Lewis en justifiant qu'un atome a le droit de faire une hypervalence. Donc le schéma de Lewis de SO2 est fourni, on vous demande sa géométrie. Ok, on donne le code VSEPR AX2E1, un doublet, et ce que j'aime bien, c'est que vous preniez l'habitude de dire de quelle structure ça dérive, c'est-à-dire qu'en fait, oui, cette structure va être une structure coudée, mais c'est une structure coudée qui dérive d'une structure trigonale. Donc les angles moyens dans la structure, ils sont de l'ordre de 120 degrés. Qu'il y en ait un plus grand et un plus petit parce qu'il y a un phénomène de répulsion importante sur le doublet non liant, c'est bien de le signaler. Voilà, je trouve que ça vaut la peine quand on donne une structure, non seulement de dire que la molécule est coudée, mais de donner une estimation des angles entre les liaisons qu'on observe. La question suivante portait sur la polarisation de cette molécule-là. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que vous parliez uniquement du fait qu'il y a un barycentre décharge plus et un barycentre décharge moins, sans en donner la raison. Ce qui est important ici, c'est que S est moins électronégatif que O. Ça, si c'est pas dit, on n'a pas fait la démonstration que les liaisons SO sont polarisées et que comme le moment dipolaire d'une molécule, c'est la somme des vecteurs moments dipolaires de chacune des liaisons, eh bien quand la somme n'est pas nulle, on a une molécule polarisée. Voilà, c'est ça que j'attendais qu'on démontre. Faites attention à l'orientation du vecteur, il est orienté dans le sens de moins vers plus, d'où la construction graphique des sommes des deux vecteurs, des deux liaisons SO, qui donne un vecteur tel que je l'ai dessiné. Cette question 9 était une question à laquelle on vous demandait de calculer la variance pour la réaction qui était proposée, la réaction de grillage en fait de PBS qu'il transforme en PBO. Alors, je vous l'ai dit et je le répète, calculer une variance est une question de cours incontournable. Il y a toutes les chances du monde qu'il y ait une question comme ça dans un sujet. Donc il faut savoir, reprendre la définition. Ici, c'était une variance, donc PI moins R. Il n'y a pas de contrainte, sinon on vous aurait demandé un nombre de degrés de liberté. Qu'est-ce que c'est la variance? C'est le nombre de paramètres intensifs indépendants à l'équilibre. Toutes les remarques que vous faites pour calculer une variance tiennent du fait que vous avez un système réel, il contient des constituants, il est défini à T et P, et vous cherchez quels sont les paramètres sur lesquels vous pouvez prendre la décision de donner la valeur pour que le système soit dans un état d'équilibre. Combien d'équilibres possibles puis-je choisir pour mon système? C'est normal du coup que je commence par définir les constituants du système. Les constituants chimiques vont me permettre de déduire le nombre de paramètres intensifs, une fraction molaire par constituant écrit dans l'équation bilan, et puis les paramètres T et P, qui sont les deux paramètres expérimentaux que je n'oublie pas. Ensuite, je calcule le fameux R, c'est-à-dire le nombre de relations liant entre les paramètres intensifs définis à la ligne au-dessus lorsque l'équilibre est vérifié. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous n'avez pas bien géré. Ensuite, je dois donner deux types de relations. Hormis le fait que je pourrais commencer par dire que tout ce qui m'intéresse, c'est qu'un équilibre chimique soit réalisé. Et donc je donne une équation qui correspond à la condition d'équilibre. Que vous écriviez K égale QEC, que vous écriviez delta RG égale 0, que vous écriviez somme des nuits égale 0, dans tous les cas, vous traduisez bien une relation d'équilibre chimique. Et ensuite, les autres relations que vous pouvez traduire, ce sont les connaissances sur les paramètres qui sont les fractions molaires, qui sont déjà connues parce que vous connaissez l'état physique des constituants. Ici, il y avait deux constituants qui étaient des solides. Par hypothèse, les solides sont purs. Donc, leur fraction molaire est en fait 1. Pourquoi 100% d'une phase pure, c'est le constituant lui-même. Donc c'était en fait pas complètement nécessaire de définir un X pour PBS et un X pour PBO, puisque je sais déjà que ces deux valeurs sont toutes les deux égales à 1. Ensuite, les deux autres constituants sont des gaz. Et ce que je traduis, c'est que de toute manière, les gaz sont miscibles entre eux. Donc il y a une seule phase gazeuse homogène. Somme des XI gaz égale 1. Tout ça m'amène à avoir 4 relations, mais j'explique ce que sont ces relations. Ne traduisez pas un calcul de variance par une espèce de liste, catalogue de relations dont on ne sait pas pourquoi elles sont arrivées là. Surtout si elles sont fausses en plus, du coup ça fait mauvais genre, on a l'impression que vous essayez au pifomètre de trouver des relations. Alors que si vous justifiez vos écritures, on comprend où vous allez.
Alors ok, une fois qu'on a trouvé PI égale 6 et V égale 4, c'est pas très... R égale 4, c'est pas dur d'induire V égale 2. C'est sûr que le système est divariant, mais c'est pas ça la conclusion. Qu'est-ce que ça veut dire V égale 2? Ça veut dire qu'en fait, quand moi je suis expérimentateur et que je construis un système dans lequel je mets du PBS, du O2, du PBO et du SO2, il faut que je précise 2 valeurs de paramètres intensifs pour observer le système se placer dans un état d'équilibre. Et bien j'ai le choix de choisir 2 paramètres qui amèneront donc à un état d'équilibre. Voilà ce que je dois traduire. J'ai le choix de 2 des paramètres intensifs dans la liste des 6 qui est au-dessus pour décider dans quel état d'équilibre le système sera placé. Si je change une de ces 2 valeurs, je modifie l'état d'équilibre. Voilà, j'espère que ce sera clair. Alors dans les questions classiques de thermodynamique qui font la suite, il y avait les 2 lois de Hess pour calculer delta RH et delta RS standard pour la réaction. Donc loi de Hess pour calculer delta RH standard, pas de souci, le calcul est fait, pratiquement tout le monde écrit bien que la réaction est exothermique. Attention, un signe moins, ça veut dire de l'énergie dégagée vers l'extérieur. Exothermique, extérieur. La deuxième loi de Hess s'applique pour l'entropie molaire, il n'y a pas de problème, vous calculez un delta RS standard qui est correct. Par contre, vous avez un petit peu du mal à me donner une explication correcte sur le fait que je m'attendais à ce que cette grandeur soit négative. C'est bien ça qu'il faut que je dise. Je sais à l'avance que j'attends un signe moins. On rappelle que l'entropie, en tout cas la variation d'entropie, désigne la variation du désordre microscopique, et ce qui va être éminemment responsable d'un désordre, c'est le fait qu'il y ait du gaz dans le système. Donc ce que vous devez bien expliquer, c'est que je considère comment évolue la quantité totale de gaz dans le système entre l'état des réactifs et l'état des produits. Quand je regarde l'équation bilan de cette question, je constate qu'il y a moins de moles de gaz dans l'état des produits, donc il y a une diminution de la quantité totale de gaz dans le système, et s'il y a moins de gaz, il y aura donc moins de désordre microscopique, donc je pouvais prévoir le fait que delta RS standard devait être de signe négatif. Cette partie continue avec un calcul de la valeur de la constante d'équilibre. On définit la relation d'équilibre, delta RG égale RT ln de K. Pour calculer delta RG standard, vous utilisiez l'approximation d'Ellingham. Il ne suffit pas de me dire j'utilise Ellingham. Il faut que vous m'expliquiez que Ellingham vous permet de dire que le delta RS et le delta RH sont 2 valeurs que je vais utiliser à 298 en fonction des calculs que j'ai déjà faits pour en déduire la valeur de delta RG qui, elle, dépend de T et qui, elle, est à la température où je fais mon calcul. On n'oublie pas le célébrissime 10 puissance 3 du kilojoule par mol de delta RH standard. On calcule la valeur de K qui avait ceci d'exceptionnel qu'elle est quand même particulièrement élevée dans cette question. Les 2 questions suivantes, elles font appel à l'influence de la température et de la pression sur la manière dont l'équilibre se met en place. Ça a d'une manière générale pas été bien traité, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous retravailliez comment je prends en compte l'influence de la valeur du paramètre T sur la condition d'équilibre. Je ne veux pas que vous utilisiez la loi de modération, elle est hors programme. C'est une phrase que je vous ai introduite dans le cours pour vous permettre de savoir à l'avance vers quel résultat vous devez aller. Les seules démonstrations correctes sont des démonstrations qui sont, entre guillemets, mathématiques, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la relation entre K et la température, donc la loi de Van't Hoff. Il est absolument indispensable que vous citiez correctement la loi de Van't Hoff pour répondre à cette question-là. Quand on a la loi de Van't Hoff, on connaît le signe de delta RH0, on connaît donc le sens de variation de la constante d'équilibre en fonction de la température. Et la démonstration tient au fait que lorsque l'on s'intéresse à l'influence de la température, on fait ça de manière nette en faisant en sorte que tous les autres paramètres du système ne bougent pas, composition et pression constante. On fait toujours le distinguo entre le fait que T a une influence sur K, alors que N et P ont une influence sur la valeur du quotient réactionnel sur Q. Et donc on revient à comparer la valeur de K et de Q pour un système dans lequel on a fait bouger T sans bouger N, sans bouger P. Donc on revient à ce qu'on a fait dans le chapitre 5 de Thermo, il faudra comparer la constante et le quotient réactionnel dans un état modifié. Il y en a un qui n'a pas bougé de valeur, c'est le quotient.
La constante a changé de valeur, on regarde quelle est la variation qui se met en place et on en déduit le sens d'évolution. On conclut en disant quand est-ce que le rendement va être amélioré. Ici, en l'occurrence, le rendement sera favorisé lorsqu'on est à basse température. Qu'est-ce que ça veut dire basse température pour un industriel? Ça veut dire qu'il va avoir tendance à ne pas chauffer. Mais la suite de l'énoncé était intéressante parce qu'elle mettait en place le fait qu'il ne faut pas non plus chercher à refroidir le système. Parce que la température a certes une influence thermodynamique, on vient de la mettre en place, mais elle a aussi une influence sur la vitesse de la réaction. Pourquoi? Parce que la loi d'Arrhenius, elle est aussi l'autre volet de la chimie qu'il ne faut pas perdre de vue. Et par conséquent, si vous diminuez trop la température, cela va avoir pour conséquence de diminuer la vitesse de la réaction. Et conclusion, si ça va pas assez vite, ça ne fabriquera pas assez de produits et industriellement, c'est pas rentable. La conclusion logique de cette question-là, c'était que l'industriel était face à le choix nécessaire d'un compromis. Refroidir pour que la thermo soit favorable, mais pas trop pour que la cinétique ne soit pas trop défavorable. Voilà, ça c'est une espèce de conclusion type culture générale sur laquelle on reviendra quand on s'intéressera au fonctionnement des réacteurs, mais il faut avoir toujours conscience que dans la vraie vie, il faut toujours prendre en compte à la fois des données thermodynamiques et des données cinétiques. Et enfin, pour terminer cette analyse des conditions dans lesquelles la réaction va être favorable du point de vue réel, du point de vue industriel quelque part, on va regarder l'influence de la température. Encore une fois, si je veux l'influence, de la pression, je répète, l'influence de la pression, je le fais à température et composition constante. Où est-ce que P intervient? Il intervient dans l'écriture du quotient réactionnel. Donc, on écrit la formule du quotient réactionnel. On en déduit l'influence de la pression. Ici, la pression est dans le dénominateur. Donc, si P augmente, Q a une valeur qui diminue. Comme on n'a pas bougé la température et que K ne dépend que de la température, on ne bouge pas la valeur de K. Un quotient réactionnel qui diminue et une constante K qui reste fixe, à un moment donné, Q devient plus petit que K et donc on a un sens d'évolution. Encore une fois, je conclus proprement en disant dans quel sens le rendement de la réaction augmente, ici à haute pression. Voilà, ce sont des questions très usuelles. Relisez bien la manière de le rédiger proprement.